Quelqu'un vous a posé une question, en apparence anodine, et sans le savoir. Vous avez révélé exactement ce que vous auriez dû taire. Ce n'était pas un hasard, c'était une épreuve. Et vous l'avez échoué. Les gens vous testent constamment, à chaque conversation, à chaque interaction, à chaque instant où ils pensent que vous baissez votre garde. Ils vous mettent à l'épreuve avec des questions qui semblent banales, mais qui dissimulent des intentions. Ils vous testent avec des faveurs qui semblent généreuses, mais qui ont un prix. Ils vous testent avec des silences qui paraissent fortuits, mais qui évaluent chaque réaction. Et la plupart, la grande majorité, échouent à ces épreuves sans même se douter qu'ils étaient examinés. Machiavel l'a compris il y a 5 siècles. Il a observé que la nature humaine est fondamentalement stratégique, que les individus évaluent sans cesse ceux qui les entourent, que chaque interaction est en partie négociation, en partie collecte d'informations. Mais il y a une chose que la science moderne a récemment confirmée. Les victimes de manipulation supposent souvent qu'elles la reconnaîtraient si elles en étaient victimes. Mais les biais cognitifs et le raisonnement émotionnel obscurcissent le jugement en temps réel. En d'autres termes, votre cerveau est programmé pour échouer à ces épreuves. Aujourd'hui, vous allez apprendre à les déceler avant qu'il ne soit trop tard. Et plus important encore, vous allez apprendre exactement comment réagir pour gagner le respect au lieu de le perdre. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Antoine était ingénieur dans une entreprise de technologie. Il occupait le même poste depuis 3 ans, tout en voyant des collègues moins compétents être promus. Il ne comprenait pas pourquoi. Il travaillait plus longtemps. Il obtenait de meilleurs résultats. Il avait plus d'expérience technique. Mais quelque chose l'empêchait de progresser. Un jour, son supérieur lui a posé une question pendant le déjeuner. Cela semblait anodin. Il lui a demandé ce qu'il pensait vraiment du nouveau projet du directeur général. Antoine a répondu honnêtement. Il a dit qu'il trouvait le projet mal conçu, qu'il présentait plusieurs problèmes techniques, que le directeur général ne comprenait manifestement pas les limites du système. Son supérieur a acquiescé. Il a changé de sujet. La conversation a continué normalement. Antoine n'y a plus pensé. Mais 3 mois plus tard, lorsque le poste qu'Antoine convoitait s'est libéré, c'est le directeur général qui a pris la décision. Et Antoine n'a même pas été considéré. La question anodine n'était pas anodine. C'était une épreuve. Et Antoine l'avait complètement échoué. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince que la plupart ignorent. Il a dit que les hommes sont si simples et si soumis aux nécessités du moment, que celui qui veut tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Mais il y a une autre dimension à cette observation. Machiavel comprenait que les gens ne vous trompent pas seulement pour vous nuire. Ils vous testent pour vous mesurer. Ils veulent en savoir qui vous êtes vraiment. Quelle est votre loyauté? Quelle est votre discrétion? Où sont vos limites? Jusqu'où ils peuvent aller avec vous? Et la façon la plus efficace de le découvrir est de créer des situations où vous croyez être authentique, parce que c'est dans l'authenticité sans filtre que vous révélez tout. Soyez attentifs, car c'est crucial. Il existe 5 types d'épreuves que les gens vous font passer constamment, et chacune requiert une réponse différente. La première épreuve est l'épreuve de loyauté. Voici comment cela fonctionne. Quelqu'un vous raconte des ragots sur une autre personne, ou vous pose une question sur ce que vous pensez vraiment de quelqu'un, ou vous invite à critiquer un tiers qui n'est pas présent. Cela ressemble à une invitation à l'intimité. On dirait qu'on vous inclut dans un cercle de confiance. On dirait qu'on veut connaître votre opinion honnête, mais c'est une épreuve. On évalue si vous êtes le genre de personne qui médit sur les autres quand ils ne sont pas là. Et si c'est le cas, on sait que vous parlerez probablement aussi mal d'eux. Des études de psychologie sociale le confirment. Il existe un phénomène appelé transfert spontané de traits. Lorsque vous parlez négativement de quelqu'un, les gens vous associent inconsciemment à ces traits négatifs. En d'autres termes, si vous dites que votre collègue est déloyal, la personne qui vous écoute commence à vous percevoir comme déloyal. Antoine a échoué à cette épreuve. Lorsqu'il a critiqué le directeur général, son supérieur n'a pas seulement obtenu des informations sur l'opinion d'Antoine. Il s'est aussi fait une impression d'Antoine comme quelqu'un qui critique ses supérieurs dans leur dos. La bonne réponse à cette épreuve est simple. Ne parlez
jamais négativement de quelqu'un qui n'est pas présent. Si l'on vous demande votre avis, soyez diplomate. Si l'on insiste, changez de sujet. Si l'on vous presse, reconnaissez qu'il existe différentes perspectives, mais ne donnez jamais de munitions qui pourraient être utilisées contre vous. Une technique qui fonctionne particulièrement bien est le recadrage positif. Si l'on vous demande ce que vous pensez du travail de quelqu'un, au lieu de critiquer, mettez en avant un aspect spécifique qui fonctionne. Si l'on vous presse de formuler des critiques, dites que vous préféreriez en parler directement à cette personne si vous avez des commentaires. Cela fait deux choses. Premièrement, cela vous protège d'être perçu comme quelqu'un qui parle dans le dos. Deuxièmement, cela transmet de l'intégrité. Et l'intégrité perçue est une forme de pouvoir. Machiavel comprenait que la réputation est plus précieuse que les alliances temporaires qui se forment en critiquant des tiers. La deuxième épreuve est l'épreuve des limites. Celle-ci est plus subtile et plus dangereuse. La psychologie la décrit comme une agression passive. C'est une stratégie de manipulation utilisée par quelqu'un qui veut contrôler sans paraître agressif. Voici comment cela fonctionne. Quelqu'un franchit une petite limite, quelque chose qui vous met mal à l'aise, mais qui n'est pas assez grave pour que vous vous y opposiez. Peut-être arrive-t-il en retard à une réunion avec vous, peut-être fait-il un commentaire légèrement irrespectueux, peut-être vous demande-t-il une faveur qui exige un peu plus que ce qui est raisonnable. On évalue votre réaction. Si vous ne dites rien, on sait qu'on peut aller plus loin la prochaine fois. Si vous vous plaignez, mais que vous n'agissez pas, on sait que vos limites sont négociables. Ce n'est que si vous réagissez avec fermeté et avec des conséquences qu'on recule. Il existe un concept en psychologie appelé push-pull. C'est une tactique de manipulation où la personne repousse vos limites et recule lorsque vous réagissez, seulement pour recommencer à pousser lorsque vous vous êtes calmé. C'est un cycle vicieux conçu pour vous maintenir déséquilibré. La clé est de reconnaître le schéma dès le premier push. La bonne réponse n'est pas d'exploser. Ce n'est pas de faire une scène. Ce n'est pas d'être agressif. C'est d'être clair et conséquent. La première fois que quelqu'un franchit une limite, signalez-le. Pas avec émotion, avec calme, avec clarté. Et si l'on recommence, agissez. Les personnes qui respectent les limites les respectent dès le départ. Les personnes qui les testent évaluent jusqu'où elles peuvent abuser. La troisième épreuve est l'épreuve du silence. C'est la préférée des manipulateurs sophistiqués. Voici comment cela fonctionne. Au milieu d'une conversation, la personne se tait. Elle vous regarde. Elle attend. Le silence, incroyablement malaisant, crée une pression. Votre cerveau cherche à le combler. Il veut dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser cette tension. Et c'est précisément dans ce moment d'inconfort que vous révélez souvent plus que vous ne devriez. Les négociateurs professionnels connaissent bien cette technique. On l'appelle le silence stratégique. Et c'est d'une efficacité redoutable. Parce que la plupart des gens ne supportent pas le vide. Niccolò Machiavel, dans Le Prince, avait déjà compris le pouvoir du silence. Il disait qu'un prince doit être prudent et réfléchi, et ne pas craindre le silence, même quand les autres attendent qu'il parle. La bonne réponse à cette épreuve est contre-intuitive. Ne comblez pas le silence. Laissez-le exister. Regardez la personne. Restez calme. Attendez. Celui qui rompt le silence en premier perd souvent du pouvoir dans l'interaction. Et si vous sentez la pression de parler, posez une question. Au lieu de donner une information, inversez la dynamique. Antoine, un entrepreneur que je connais, raconte une histoire qui illustre parfaitement cela. Lors d'une réunion avec un client potentiel, le client a marqué une longue pause après avoir entendu la proposition d'Antoine. Avant de comprendre ses principes, Antoine aurait comblé ce silence. Il aurait commencé à justifier le prix, à offrir des rabais, affaiblissant ainsi sa propre position. Mais cette fois, il a simplement attendu, regardant le client avec calme, sans tension, sans urgence. Après 30 secondes qui ont semblé une éternité, le client a dit « D'accord, j'accepte ». Antoine a réalisé quelque chose d'important. Le silence n'était pas une objection. C'était le client qui était en train de réfléchir.
Et si Antoine était intervenu, il aurait probablement ruiné une affaire qui était déjà conclue. Ce jour-là, il a appris que le silence n'est pas un ennemi, c'est un espace. Et celui qui sait occuper cet espace avec sa présence, plutôt qu'avec des mots, contrôle l'interaction. Maintenant, voici quelque chose que très peu de gens comprennent. La quatrième épreuve, c'est l'épreuve de la faveur. Elle semble complètement anodine. En fait, elle semble même positive. Quelqu'un vous rend un service inattendu, vous fait un cadeau, vous aide pour quelque chose que vous n'avez pas demandé. Votre premier réflexe est de ressentir de la gratitude, d'apprécier le geste, peut-être même de vous sentir un peu redevable. Et cette dette, c'est exactement ce qu'il recherche. Des recherches sur les stratégies de manipulation interpersonnelle identifient le renforcement positif comme une tactique principale. Cela inclut les cadeaux, l'argent, les éloges, l'attention excessive et les faveurs non sollicitées. Le but n'est pas de vous faire vous sentir bien, c'est de créer une obligation, c'est de mettre des jetons sur la table, qu'ils encaisseront plus tard. Je ne dis pas que chaque faveur est une manipulation. Il existe des personnes sincèrement généreuses. Mais il y a des signes qui distinguent la générosité authentique de la générosité stratégique. La générosité authentique ne vient pas avec des attentes. Elle n'est pas mentionnée à répétition. Elle n'est pas utilisée comme levier dans des conversations futures. La générosité stratégique, elle, a toujours un callback. Elle apparaît toujours au moment opportun, quand ils ont besoin de quelque chose de vous. Elle vient toujours avec un rappel subtil de ce qu'ils ont fait pour vous. La bonne réponse dépend de l'intention. Si vous détectez une générosité authentique, appréciez et correspondez naturellement. Si vous détectez une générosité stratégique, remerciez poliment, mais ne vous sentez pas obligé. Et s'ils essaient de recouvrer la faveur de manière disproportionnée, signalez-le directement. Je ne dois rien à personne pour une faveur que je n'ai pas demandée. Cette clarté mentale vous protège du piège. La cinquième épreuve, c'est la plus dangereuse de toutes. C'est l'épreuve de la vulnérabilité. Voici comment ça marche. Quelqu'un partage quelque chose de personnel avec vous, un secret, une faiblesse, une histoire intime, et ensuite, il vous regarde, en espérant que vous fassiez de même. Cela ressemble à un moment de connexion. On dirait qu'ils construisent de l'intimité. On dirait que la relation progresse à un niveau plus profond. Et parfois, c'est le cas. Mais parfois, c'est de la collecte d'informations. Ils veulent connaître vos vulnérabilités, vos peurs, vos secrets, vos points faibles. Non pas pour se connecter avec vous, mais pour avoir du pouvoir sur vous. Une enquête sur les pratiques expérimentales a révélé qu'environ 1/10 seulement des études évaluaient si les participants détectaient des éléments trompeurs. En d'autres termes, presque personne ne détecte quand il est manipulé en temps réel. La bonne réponse à cette épreuve exige du discernement. Demandez-vous, pourquoi cette personne me raconte-t-elle cela? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Qu'est-ce qu'elle cherche à savoir de moi? Si la réponse est une connexion sincère, correspondez avec prudence. Si la réponse semble stratégique, partagez quelque chose, mais pas vos véritables vulnérabilités. Donnez des informations à faible risque, tout en observant ce qu'ils en font. Et si vous voyez par la suite qu'ils ont utilisé les informations des autres contre eux, vous savez ce qu'ils auraient fait avec les vôtres. Il existe une règle pratique qu'Antoine a développée pour cette épreuve. Il l'a appelée la règle des 3 mois. Avant de partager une vulnérabilité significative avec quelqu'un, observez son comportement pendant au moins 3 mois. Observez comment il gère les informations des autres. Observez s'il garde les secrets ou les diffuse. Observez ce qu'ils font du pouvoir, quand ils en ont. 3 mois. C'est suffisamment de temps pour que la plupart des gens révèlent leur véritable caractère. Parce que personne ne peut maintenir un masque parfait pendant si longtemps. Et si quelqu'un réussit l'épreuve des 3 mois, il est probablement sûr d'approfondir la confiance. Mais si, pendant ces 3 mois, vous voyez des signes indiquant que l'information n'est pas en sécurité, n'atteignez jamais ce niveau de vulnérabilité. Mieux vaut être perçu comme réservé que d'être détruit pour avoir fait confiance à qui il ne fallait pas. Antoine a finalement appris ses leçons, mais cela lui a coûté des années d'opportunités perdues. Quand il a finalement compris les épreuves qu'on lui faisait passer, tout a changé. Il a commencé à remarquer
quand ses collègues testèrent ses limites, quand ses supérieurs évaluaient sa loyauté, quand ses clients mesuraient sa flexibilité. Et il a commencé à répondre différemment, pas avec paranoïa, pas avec méfiance envers tout le monde, mais avec conscience. Il y a une différence cruciale entre la paranoïa et la vigilance stratégique. La paranoïa voit une conspiration partout. Elle vous isole. Elle vous rend dysfonctionnel. La vigilance stratégique se contente de remarquer les schémas, d'évaluer les intentions et de répondre de manière appropriée. Machiavel n'a jamais dit que vous deviez vous méfier de tout le monde. Il a dit que vous devez comprendre la nature humaine et agir en conséquence. Et la nature humaine inclut le testage constant. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique. Un cadre pour détecter les épreuves en temps réel. Quand quelqu'un vous pose une question ou vous met dans une situation qui vous semble étrange, posez-vous ces 3 questions. Premièrement, pourquoi me disent-ils ou me demandent-ils cela maintenant? Le timing révèle beaucoup. Si la question survient à un moment stratégique, elle est probablement stratégique. Deuxièmement, que gagnent-ils avec ma réponse? Si votre réponse leur donne des informations utiles sur vous, si elle leur donne du pouvoir, si elle leur donne un avantage, c'est probablement une épreuve. Troisièmement, comment quelqu'un qui n'a pas vos meilleurs intérêts à l'esprit utiliserait-il cette information? Si la réponse à cette question vous met mal à l'aise, vous ne devriez probablement pas donner cette information. Ces 3 questions prennent quelques secondes, mais peuvent vous éviter des années de conséquences. Il y a quelque chose d'autre que vous devez comprendre. Les épreuves ne sont pas intrinsèquement mauvaises. En fait, vous devriez aussi en mener. Un expert en relations a expliqué que les limites sont une épreuve du feu pour la qualité de nos relations. Les personnes qui respectent nos limites aimeront notre volonté, nos opinions, notre séparation. Celles qui ne le font pas nous disent qu'elles n'aiment que notre oui, notre complaisance. En d'autres termes, tester les limites révèle le caractère, et vous devriez faire de même. Quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, observez comment il traite les personnes qui ne peuvent rien faire pour lui. Observez s'il respecte les petites choses comme votre temps et vos opinions. Observez ce qu'il fait quand il pense que personne ne le regarde. Ça, c'est tester, et c'est parfaitement légitime. La différence entre un test sain et la manipulation, c'est l'intention. Un test sain recherche des informations pour décider s'il faut faire confiance. La manipulation recherche des informations pour exploiter. Antoine, un cadre que je connais, a appris à appliquer des tests spécifiques aux nouvelles personnes dans sa vie. Le premier est l'épreuve de la confidentialité. Partagez une information légèrement confidentielle, mais à faible risque. Quelque chose qui, si cela fuite, ne vous nuira pas vraiment, mais quelque chose qui a clairement été dit en confiance. Et ensuite, observez si cette information apparaît ailleurs. Vous savez que cette personne n'est pas fiable. Si elle reste privée, vous avez une donnée positive sur son caractère. Le deuxième test est celui de l'inconfort. Dites non à quelque chose de petit. Refusez une invitation. Établissez une petite limite. Observez la réaction. Les personnes qui respectent les limites acceptent le non avec grâce. Les personnes qui vont être problématiques montrent des signes d'irritation disproportionnés. Cette épreuve vous évite des mois à découvrir qui est réellement quelqu'un. Le troisième test est celui de la constance. Observez si la personne traite tout le monde de la même manière, ou si elle traite différemment ceux qui ont du pouvoir versus ceux qui n'en ont pas. Comment elle traite le serveur? Comment elle parle des subordonnés? Comment elle se comporte avec des personnes qui ne peuvent rien faire pour elle? Ce comportement est le comportement qu'elle aura éventuellement avec vous. Machiavel a écrit que le prince doit être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Être renard signifie détecter les épreuves, voir les pièges avant d'y tomber, comprendre les intentions derrière les mots. Être lion signifie répondre avec force quand c'est nécessaire, établir des limites claires, ne pas permettre qu'on vous traite comme une proie. La plupart des gens ne sont ni renards ni lions, ce sont des agneaux, transparents dans leurs réactions, faciles à manipuler, inconscients des jeux qui se jouent autour d'eux. Et ensuite, ils se demandent de pourquoi ils n'avancent pas, pourquoi les gens les traitent mal, pourquoi ils semblent toujours être désavantagés.
La réponse est simple. Ils échouent à des tests qu'ils ne savent même pas qu'ils existent. Laissez-moi vous donner un autre exemple de la façon dont cela fonctionne dans la vie réelle. Sophie, une collègue d'Antoine, était incroyablement talentueuse, mais elle avait un schéma destructeur. Chaque fois que quelqu'un la complimentait sur son travail, elle le minimisait. Elle disait des choses comme « ce n'était rien ». N'importe qui aurait pu le faire. J'ai eu de la chance. Elle le faisait parce qu'elle pensait que c'était humble, que c'était modeste, que c'était la bonne réponse. Mais c'était un test échoué, parce que les personnes qui la complimentaient évaluaient fréquemment sa confiance. Elle voulait voir si elle-même valorisait son travail. Et quand elle le minimisait, elle transmettait qu'elle ne le valorisait pas. Et si elle ne le valorisait pas, pourquoi l'auraient-ils fait eux? Quand Sophie a finalement compris cela, elle a changé sa réponse. Au lieu de minimiser, elle a commencé à dire « Merci, j'ai travaillé dur sur ce projet. » Simple, direct, sans arrogance, mais avec dignité. Et quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Les gens ont commencé à la traiter différemment, à la prendre plus au sérieux, à l'inclure dans des projets plus importants. Pas parce qu'elle était plus talentueuse, mais parce qu'elle projetait finalement qu'elle se valorisait elle-même. Et ça, ce changement subtil, c'était réussir un test qu'elle échouait constamment auparavant. Si ce contenu vous ouvre les yeux, si vous commencez à voir des schémas que vous n'aviez pas remarqués auparavant, le bouton « Super Thanks » en bas, c'est comme ça que vous pouvez soutenir la continuité de ce travail. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire « Je veux voir ce que les autres ne voient pas ». Chaque contribution me permet d'approfondir mes recherches, d'apporter des études de psychologie et de stratégie que la plupart ne trouveront jamais, de connecter la sagesse de Machiavel à la science du comportement, et de le faire sans filtre de correction politique. Maintenant, je veux vous donner la réponse universelle. Il existe une façon de répondre à presque tous les tests qui vous protège, tout en maintenant vos options ouvertes. Ça s'appelle le defer stratégique. Quand vous détectez une épreuve, ne répondez pas immédiatement. Dites quelque chose comme « question intéressante »,« laissez-moi y réfléchir » ou « je ne suis pas sûr, qu'en pensez-vous » ou simplement un silence pensif, suivi d'un changement de sujet. Le defer vous donne du temps. Il vous permet d'évaluer. Et il amène fréquemment l'autre personne à en révéler davantage, tandis que vous ne révélez rien. Machiavel appellerait cela « garder vos cartes près de votre poitrine ». La psychologie moderne appellerait cela « régulation de la divulgation ». Le résultat est le même. Vous protégez votre position, tout en recueillant des informations. Antoine a commencé à utiliser cette technique après son erreur avec le directeur général. La fois suivante où son supérieur lui a demandé ce qu'il pensait d'une décision de la direction, Antoine n'a pas répondu directement. Il a dit « C'est une décision intéressante. Il y a plusieurs angles à considérer. Quelle est votre perspective depuis votre position ?» Il a inversé la question. Le supérieur a dû révéler sa propre opinion en premier. Et Antoine a pu calibrer sa réponse en fonction de ce qu'il avait entendu. Il a réussi l'épreuve. 6 mois plus tard, il a été promu. Pas parce qu'il était le plus technique, pas parce qu'il travaillait le plus d'heures, mais parce qu'il avait finalement compris les dynamiques invisibles qui avaient toujours été là. Avant de terminer, je dois vous mettre en garde contre quelque chose. Vous pouvez aller trop loin. Si vous commencez à voir des épreuves dans chaque interaction, si vous vous méfiez de chaque question, si vous analysez chaque silence, vous deviendrez paranoïaque. Et la paranoïa est aussi dysfonctionnelle que la naïveté. L'objectif n'est pas de se méfier de tout le monde, mais de développer cette capacité, cette acuité. Apercevoir quand quelqu'un, vraiment, vous teste, vous met à l'épreuve. La plupart des interactions sont en effet ce qu'elles semblent être. Rien de plus, rien de moins, mais certaines, non. Certaines dissimulent, révèlent des intentions cachées, des agendas secrets. Et savoir distinguer, c'est la différence cruciale entre l'agneau et le renard, entre la proie et le prédateur. Betty, dans les commentaires, je veux que vous partagiez ceci. Quelle a été la dernière épreuve? Le dernier test?
que vous avez subi, sans vous en rendre compte, avant, après coup, ou, si vous préférez. Racontez-moi, comment vous avez décelé un test à temps et comment vous avez réagi. Je répondrai personnellement, dans les prochaines heures, parce que chaque histoire, chaque expérience partagée aide quelqu'un d'autre à voir ce qui était auparavant invisible. Et si vous connaissez quelqu'un qui tombe constamment dans les pièges sociaux, sans même s'en apercevoir, partagez-lui cette vidéo, parce que la différence entre progresser et stagner est souvent aussi simple que de voir les épreuves que les autres ne voient pas. Souvenez-vous les gens vous testent constamment avec des questions qui semblent anodines, innocentes, avec des faveurs qui cachent des intentions plus ou moins avouables, avec des silences qui mesurent votre réaction, votre patience, avec des limites qu'ils repoussent petit à petit, insidieusement, avec des vulnérabilités qu'ils exhibent pour vous inviter à révéler les vôtres. La plupart des gens échouent à ces épreuves sans même savoir qu'ils étaient testés. Mais vous n'êtes plus la majorité. Maintenant, vous voyez ce qui était auparavant invisible. La question est, qu'allez-vous faire de cette nouvelle vision? Parce que savoir n'est que le commencement. La maîtrise réside dans la réponse. Et la bonne nouvelle, c'est que chaque épreuve que vous détectez, chaque test que vous réussissez, vous fortifie pour le suivant. Ce n'est pas un jeu que l'on gagne une seule fois. C'est une compétence que l'on développe avec le temps. Et quand vous la maîtriserez, quand vous pourrez détecter les tests, automatiquement, quand vos réponses seront, naturellement, stratégiques, vous aurez atteint ce que Nicolas Machiavel appelait la vertu, la capacité de naviguer les complexités humaines avec grâce et puissance, non pas en manipulant les autres, mais simplement en ne vous laissant pas manipuler. C'est ça, la véritable liberté, la liberté d'interagir avec n'importe qui, en sachant que vous pouvez détecter ses intentions, la liberté d'entrer dans n'importe quelle situation, tant sachant que vous ne serez pas facilement dupé, la liberté d'être authentique, depuis une position de force, plutôt que de vulnérabilité. Voilà ce que Nicolas Machiavel offre, quand on le comprend vraiment. Pas du cynisme, pas de paranoïa, pas une méfiance envers tout le monde, mais de la clarté, de la vision, et la capacité de naviguer le monde tel qu'il est réellement, pas comme nous aimerions qu'il soit.